Bonjour à tous, je suis Elodie Pérez, responsable commerciale du laboratoire Lorica et aujourd'hui nous accueillons Maëva Men qui va nous parler du microbiote. Bonjour Maëva. Bonjour Elodie. Alors, est-ce que tu peux déjà nous parler du microbiote, nous donner quelques généralités? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Alors parler du microbiote, c'est pas une mince affaire parce qu'il y a énormément de choses à dire. Si on veut parler vraiment en généralité, eh bien le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes avec lesquels on vit. Donc les microbes, ils élisent domicile absolument partout. Et c'est une bonne chose pour nous parce que sans eux, on ne pourrait pas vivre. On estime même que la masse totale des microbes dans l'océan, rien que dans l'océan, correspond au poids de 240 milliards éléphants d'Afrique. Donc c'est juste énorme. Certaines de ces bactéries se trouvent en très petit nombre, on peut en trouver des milliers, voire des centaines, voire même des bactéries isolées. C'est comme si elles étaient tapies dans leur coin et qu'elles attendaient finalement les conditions favorables pour se développer. Et en fait, c'est exactement la même chose qui se passe dans notre organisme. Notre terrain, lui-même déterminé par notre hérédité, notre environnement, nos choix de vie évidemment, va conditionner l'évolution de notre microbiote. Et ce microbiote, en retour, va déterminer notre santé. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la relation entre l'homme et son microbiote? En fait, chaque être vivant a une relation extrêmement intime et extrêmement développée avec le monde microbien. C'est grâce aux microbes, par exemple, que les termites vont pouvoir digérer le bois. C'est grâce aux microbes que les vaches peuvent assimiler aussi les nutriments qui sont contenus dans l'herbe. C'est grâce aux microbes que certains poissons des abysses peuvent avoir des organes lumineux, etc. Et nous, en ce qui nous concerne, eh bien, les microbes vont être utiles pour tout un tas de choses. Alors, je vais vous montrer ça avec un petit schéma. Comme on dit, une image vaut mieux que 1000 mots. Voilà. Donc, en fait, le microbiote chez nous va augmenter énormément la surface d'absorption de notre intestin et tous ces microbes vont nous aider à digérer notre nourriture en libérant aussi des nutriments qui nous seraient sinon inaccessibles. Donc, les aliments sont d'abord en contact avec le microbiote avant d'être en contact avec notre intestin. Les microbes, ils terminent notamment la dégradation des glucides dans le sécom, ils terminent aussi l'hydrolyse des lipides, le métabolisme des protéines et ils nous servent aussi pour certains micronutriments. Alors, par exemple, ils peuvent améliorer l'absorption du bêta-carotène et de la plupart des minéraux, le calcium, le phosphore, le fer, le zinc, le manganèse, le cuivre, etc. Ils ont un énorme potentiel enzymatique, donc l'azoréductase, la nitroréductase, la bêta-galactosidase, la bêta-glucuronidase. J'ai réussi à le dire sans que ma langue fourche, je suis assez fière. Et donc, ils vont avoir des actions métaboliques et nutritionnelles qui vont être diverses et variées en lien avec ces enzymes. Donc, ils vont synthétiser des vitamines, principalement la vitamine K, la vitamine B12, mais aussi la B1, la B3, la B6, B8, B9, certains acides aminés comme l'alanine, l'acide aspartique, la valine, la thréonine. Ils vont en même temps neutraliser les acides biliaires qui sont déconjugués, oxydés, déshydroxylés, donc le cholestérol, les hormones stéroïdiennes, l'urée, l'ammoniac également. Ces microbes viennent soutenir notre pancréas en stimulant la production de maltase, de lactose et d'invertase aussi. Il neutralise les nitrosamines cancérigènes et il décompose des toxines et d'autres substances chimiques dangereuses. On dit d'ailleurs que leur activité antitoxique, en tout cas quand le microbiote est en eubiose, eh bien, elle est équivalente à celle d'un foie sain. Il nous protège des maladies en barrant l'accès de notre corps aux microbes plus dangereux ou bien même en les tuant directement avec des substances chimiques antimicrobiennes comme la bactériocine par exemple, qui est on pourrait dire un antibiotique bactérien, même si ça paraît un petit peu paradoxal de s'exprimer de la sorte. Et d'ailleurs, les bactéries, enfin, en tout cas les microbes de notre intestin, viennent normaliser le pH, donc à différents endroits dans le système digestif, en acidifiant leur environnement, notamment grâce à de l'acide lactique et du peroxyde d'hydrogène, qui vont être capables d'inactiver certains virus, par exemple le virus de la poliomyélite, ou bien des bactéries comme le bacille de Koch, ou bien les salmonelles aussi, ou même des champignons comme le Candida albicans. Nos microbes, ils vont aussi venir éduquer notre système immunitaire en le formant littéralement pour qu'il puisse distinguer les ennemis des amis.
50% des lymphocytes sont liés au tractus digestif. Donc, c'est quand même la moitié justement de nos lymphocytes. Et c'est aussi ce qui va déterminer les voies TH1, TH2, TH17, Treg, etc., qui vont former le lit finalement de la santé, ou bien au contraire des infections, des allergies, des intolérances, ou bien des maladies inflammatoires, auto-immunes, etc. Nos microbes, ils dirigent même la construction de nos corps en libérant des molécules et en émettant aussi des signaux qui vont orienter la croissance de nos organes grâce aux MABs, donc qui sont des protéoglycanes principalement et des lipopolysaccharides. C'était trop beau pour être vrai. Ils vont aussi synthétiser des acides gras à courte chaîne qui vont grandement favoriser la différenciation des entérocytes et ils vont faire bien d'autres choses. Donc, j'en avais parlé également dans le webinaire sur le syndrome métabolique un petit peu plus longuement. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez aussi jeter un œil sur, au moins sur le PowerPoint. Il y a quelques explications supplémentaires. Et puis, enfin, eh bien, nos microbes vont aussi influencer le développement de notre système nerveux et ils influencent même notre comportement. Donc, notre existence, elle est complètement liée à celle de nos microbes qui vont intervenir en fait sur tous les aspects de notre biologie et de notre physiologie. Par rapport à une idée finalement qu'on se fait des microbes et qui est souvent négative, en fait, cette idée un petit peu populaire comme quoi les microbes sont une calamité, mais il faut vraiment se souvenir qu'une grande majorité ne nous veut pas de mal et nous veut même du bien. Et il faut savoir que sur des millions de microbes différents, l'être humain, il n'intéresse que très peu de microbes puisqu'il y en a à peu près quelques milliers qui semblent intéressés par nous et seulement 90 espèces de bactéries qui peuvent être dangereuses pour l'homme. Donc, c'est vraiment à relativiser aussi. Et par contre, en ce qui nous concerne, nous sommes beaucoup plus bactériens qu'humains, puisque pour chacune de nos cellules, nous avons environ 10 bactéries. D'ailleurs, nos cellules, elles contiennent environ 23 000 gènes et on estime pourtant que les microbes, et notamment les bactéries qu'on héberge, en contrôlent environ 500 fois plus. Donc, en d'autres termes, c'est comme si seulement 10% de notre corps nous appartenait vraiment quand on compare le nombre de cellules au nombre de microbes. Et quand on compare au niveau du génome, 1% seulement semble nous appartenir. Tout le reste est placé sous le contrôle bactérien. Voilà. Très intéressant. Alors, est-ce que l'on garde le même microbiote toute notre vie? En fait, pas vraiment. Alors, jusqu'à très récemment, on pensait que le bébé était stérile, aseptisé à la naissance et que son microbiote allait se former au moment de la naissance, puis évoluer par la suite. Mais en fait, on a découvert de l'ADN bactérien dans le tractus digestif du fœtus dès la 24e semaine. Et alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas avant, ça veut juste dire qu'on ne l'a pas encore découvert. Donc, on a découvert principalement des Escherichia et des Acinobactères. En fait, ce sont des bactéries qui proviendraient a priori du vagin, du placenta et du liquide amniotique qui n'est visiblement pas tout à fait aseptisé. Et il faut savoir que la flore vaginale chez la femme est extrêmement riche et que certaines populations parviennent même à remonter jusqu'aux trompes de Fallope. Alors justement, rapidement, pour vous parler aussi, avant de vous parler du développement de ce microbiote, je vais vous présenter les différentes classes, donc très rapidement, pour qu'on sache un petit peu de quoi on parle aussi. Mais en fait, voilà, il y a différentes classes de bactéries qu'on appelle des phyla, donc un phylum, des phyla. Et on va en avoir vraiment trois prédominantes, trois phyla prédominants, pardon. Donc, on a le phylum Firmicutes avec des bactéries à parois épaisses, plutôt gram-positifs, qui sont très riches en peptidoglycanes. Donc, on va retrouver les lactobacilles, les entérocoques, le ruminococcus, le clostridium, etc. On va avoir également le phylum, je vais pas y arriver, ça y est, Bactéroidetes. Donc là, on va retrouver plutôt des bactéries gram-négatifs, dont les bactéroïdes et le Prevotella, par exemple. Et puis, un troisième phylum qui est très présent. Donc, ce sont les actinobactéries, de gram-négatifs également, dont les bifidobactéries. Voilà. Et donc, pour revenir au développement du microbiote en fonction des âges, voici un petit schéma aussi
illustrer mes propos, en fait, ce développement va se dérouler en plusieurs étapes jusqu'à nos 2, 3 ans environ. On part du principe qu'à la fin de la 2e année, le microbiote reste quand même assez stable jusqu'à la fin de la vie, où après, on va avoir des petites modifications, mais on garde quand même notre empreinte microbiotique la plus grande partie de notre vie. Donc, il va y avoir plusieurs étapes d'implantation et de diversification du microbiote. La première étape, c'est celle des premiers jours, donc, où entre 10 000 et 100 000 bactéries à peu près, hein, ce sont des bactéries anaérobies facultatives, comme les streptocoques, les entérobactéries ou les staphylocoques, qui vont se développer dans l'espace intestinal. Et en fait, ces bactéries, elles vont venir consommer l'oxygène résiduel qui se trouve encore dans l'intestin, donc après la fabrication du fœtus, donc qui se trouve encore dans l'intestin du nouveau-né, et qui vont pouvoir digérer cet oxygène et préparer le terrain pour l'implantation des bactéries purement anaérobies. La deuxième étape, donc, elle va prendre place dès la fin de la 2e semaine, à peu près 10 jours, 2 semaines, avec l'implantation de milliards de bactéries. Ça y est, là, on commence à rentrer dans les gros chiffres, de bactéries anaérobies, cette fois, dont environ 85% seront des bifidobactéries et qui vont être vraiment favorisées par l'allaitement maternel. En fait, le lait maternel a absolument tout ce qu'il faut pour nourrir le bébé et pour favoriser la maturation de l'intestin et finalement de tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire le développement de l'immunité, le développement du cerveau, etc. Donc, on va retrouver dans ce lait des glucides, des protéines, des graisses dans les proportions absolument parfaites et puis également des micronutriments essentiels et des molécules immunitaires. Mais la maman, elle va mettre donc beaucoup d'énergie à fabriquer son lait, mais pas seulement pour son enfant. Elle le fabrique aussi pour les bactéries de son enfant, puisqu'elle va les nourrir avec des éléments que son bébé ne pourra pas digérer. Donc, ce sont les oligosaccharides qui sont vraiment synthétisés par le corps de la maman pour favoriser l'implantation d'un microbiote équilibré chez son bébé et qui va ensuite le préparer à une alimentation solide. Et donc justement, cette troisième étape est liée à cette alimentation solide, donc au sevrage, et notamment à la diversification alimentaire plutôt, qui va favoriser la diversification de la flore également. Et enfin, donc au terme de la 2e année, eh bien, le microbiote est très très proche de sa forme définitive, qui va finalement nous accompagner tout au long de notre vie, à quelques variations près et en fonction de certaines règles aussi. Mais dans les grandes lignes, il ne bougera plus vraiment. Donc on comprend vraiment à quel point les premiers mois de vie sont fondamentaux pour l'implantation d'un microbiote de qualité. Et le mode de naissance aussi va être déterminant parce que l'implantation sera différente selon si elle se fait par césarienne, enfin la naissance en tout cas, selon si la naissance se fait par césarienne ou bien par voie basse, selon l'allaitement aussi, s'il est naturel ou non, s'il y a prise d'antibiotiques ou non, si l'enfant est élevé en ville ou à la campagne, etc. Et donc, en fait, on s'est rendu compte aussi, autre chose qui peut être intéressante, que les proportions bactériennes varient même pendant la grossesse. Chez la femme enceinte, les bactéries qui composent le microbiote du 3e trimestre se rapprochent beaucoup plus du microbiote des personnes obèses. En fait, ces bactéries vont être en mesure d'extraire beaucoup plus de calories de la même quantité d'aliments et de les stocker sous la forme d'un gain de poids. Du coup, la mère, elle n'a plus à chercher de nourriture au moment où finalement ses besoins caloriques sont les plus élevés. Donc, encore une fois, on a une démonstration que la nature a pensé à tout. Absolument, c'est très impressionnant. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les pathologies qui sont en lien avec une dysbiose? Alors, il y a toutes sortes de déséquilibres qui vont être en lien avec une dysbiose intestinale. Alors, on entend parler des MICI, donc les maladies inflammatoires de l'intestin, du côlon, le cancer colorectal par exemple, les maladies auto-immunes, le syndrome métabolique aussi, dont j'ai parlé justement, certaines pathologies hépatiques et cardiovasculaires, des maladies neuropsychiatriques et neurodégénératives comme la dépression, Parkinson, la maladie d'Alzheimer, les problèmes d'allergie, les problèmes de peau atopique qui expriment de l'eczéma, du psoriasis, voire même la fibromyalgie. On s'est rendu compte qu'il y avait des différences justement entre les microbiotes de personnes saines et les microbiotes de personnes atteintes de fibromyalgie.
Alors évidemment, on va avoir des déséquilibres au niveau de la digestion, avec une modification de la qualité d'assimilation, qui peut expliquer par exemple la prise de poids, ou bien même une modification du transit, qui va avoir à son tour des conséquences sur la qualité du microbiote, évidemment. Puisqu'en fait, nos bactéries, elles vont venir influencer notre péristaltisme, ou même la digestion de certains aliments, donc comme on l'a déjà vu hein, au final. Et un déséquilibre à ce niveau peut se manifester également par une hyperperméabilité intestinale qui peut avoir des répercussions très importantes à distance, hein, souvent on les connaît, qui peuvent avoir aussi des répercussions évidemment au niveau du tractus digestif avec une candidose ou un SIBO par exemple, qui est finalement un déséquilibre au niveau de la localisation des bactéries. Donc normalement, on doit avoir, je vais vous montrer encore quelque chose. On doit avoir une répartition bien particulière de nos bactéries dans le tractus digestif. Voilà. Et cette concentration va varier en fonction de où on se situe justement dans le tractus digestif. Donc forcément, l'estomac, il en contient relativement peu parce qu'il est plutôt acide. C'est un environnement plutôt hostile pour nos bactéries. Par contre, il va héberger, par exemple, beaucoup d'Helicobacter pylori, qui a été une bactérie incriminée dans les ulcères, etc. Et pourtant, on en a besoin parce que chez les populations qui manquent de cette bactérie, on se rend compte que l'intestin n'est plus protégé et qu'on va avoir plus de risques de développer une maladie de Crohn, par exemple. Enfin bref, donc pour vous dire que finalement, quand chaque chose est à sa place, tout fonctionne bien. Donc l'estomac, qui est assez peu peuplé, et en fait, plus on va descendre vers le côlon, plus on va avoir de bactéries. Le SIBO, par exemple, c'est une pullulation bactérienne, on pourrait dire, donc au niveau du grêle, qui va générer de gros inconforts digestifs, souvent rapidement après le repas. Alors ça peut être des ballonnements, des douleurs diverses, etc., ou des douleurs même qui peuvent se répandre à d'autres niveaux dans l'organisme. Le SIBO peut même avoir, par exemple, des répercussions sur la sphère pulmonaire. Et en tout cas, dans ma pratique, je sais que les personnes que j'ai accompagnées qui avaient une BPCO, donc une bronchite chronique, sans origine, on pourrait dire respiratoire à proprement parler, c'est-à-dire sans consommation de tabac ou bien sans exposition à des polluants particuliers, en fait, c'était des personnes qui avaient un SIBO et c'est en traitant, en accompagnant vraiment sur le côté digestif et au niveau intestinal qu'on a pu améliorer de manière significative le bien-être au niveau respiratoire. Alors, je ne dis pas que tous les SIBO sans tabac et sans exposition sont liés à l'intestin. En tout cas, dans ma pratique, ça s'est vérifié. Mais voilà, donc c'est une piste qui reste intéressante. Très intéressant. Donc, par rapport à ce que je viens de vous dire, là, c'est ce lien entre les déséquilibres au niveau de l'intestin et ce qu'on peut retrouver aussi à distance, notamment même au niveau infectieux, ça se manifeste aussi par le fait que le microbiote a des liens très serrés et très intimes avec notre immunité. On pourrait même dire justement que le microbiote fait partie de notre immunité, aussi bien dans l'inné que dans l'acquis, puisqu'il a ce rôle de barrière et il a aussi ce rôle de formateur de nos lymphocytes. Parce que donc, on pourrait dire voilà, que le microbiote va participer à renforcer notre immunité en protégeant vraiment l'espace, mais il va contribuer aussi directement au développement de nos défenses immunitaires et de nos lymphocytes. Donc, il est vraiment indispensable pour initier, pour stimuler et pour moduler aussi la réponse immunitaire. En fait, notre microbiote, il va collaborer avec nos cellules intestinales. Voilà, ici, donc encore un petit schéma hein, pour illustrer un petit peu tout ça. Et notamment avec les cellules lymphoïdes du GALT. Donc en fait, ce sont des cellules qui sont associées aux muqueuses digestives et qui sont sans cesse exposées à des antigènes de l'alimentation ou bien de notre flore commensale. Donc il faut aussi pouvoir faire le tri entre tout ça. Qui me veut du bien, qui me veut du mal, qui ne me veut rien du tout. Et puis à ce moment-là, c'est pareil, on laisse couler. Et donc, dans ces tissus lymphoïdes, on va trouver des cellules dendritiques, alors qu'on voit par exemple en vert sur le schéma, qui organisent la réponse immunitaire. C'est-à-dire que à chaque fois qu'elles vont rencontrer quelque chose, elles vont se demander bah, est-ce que je dois tolérer ça ou bien est-ce que je dois réagir face à ça? Et le bon équilibre finalement de tout ce système, eh bien, il va être indispensable à la mise en place justement de la tolérance
aux aliments, puisque sinon, eh bien, ça deviendrait vite le bazar. Les aliments ne sont pas nous, ou en tout cas pas encore nous, donc il faut pouvoir les tolérer. Et en fait, ça va être la balance aussi TH1, TH2, donc les voies dont on a parlé au début. Et finalement, ça ne s'arrête pas là, puisque le microbiote intestinal contrôle aussi la multiplication et la maturation de certains lymphocytes T dans le thymus. Donc, il agit vraiment à distance. Et ces lymphocytes T, ils vont à leur tour influencer l'homéostasie de la barrière intestinale. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de homing. Donc, en fait, on va avoir une migration des cellules de la lamina propria vers les ganglions lymphatiques qui va ensuite entraîner l'expression des lymphocytes régulateurs et une modulation de la réponse TH2 et IgE. Euh, il y a aussi donc un dialogue, donc on a vu avec l'immunité, etc. Et puis avec le microbiote respiratoire, par exemple, parce que c'est vrai, bon, là je parle beaucoup du microbiote intestinal, mais on a évidemment un microbiote sur toutes nos surfaces d'échange. Donc on en a aussi au niveau pulmonaire et il y a des relations entre le microbiote intestinal et le microbiote pulmonaire. On peut avoir une candidose pulmonaire parce qu'on a une candidose intestinale, etc., etc. Et il y a une autre relation absolument fondamentale qui mériterait une vidéo pour elle seule, c'est la relation entre l'intestin et le cerveau. Donc on dit maintenant même que l'intestin serait le premier cerveau. D'ailleurs, au regard de son origine embryologique, il s'agit bien du premier cerveau. Et le cerveau, donc, qui serait que le second. Donc dans ce cas, entre l'intestin et le cerveau, on va avoir 4 voies de communication. On va avoir la voie sanguine via des molécules qu'on retrouve dans l'ensemble de l'organisme et dont des métabolites produits par les bactéries. On va avoir la voie immunitaire grâce aux cytokines dont la production peut elle-même être induite par nos bactéries. On va avoir la voie endocrinienne, hormonale, qui va agir aussi sur l'activité des neurones, la voie nerveuse via le nerf vague. Donc, dans ce cas, les bactéries vont produire des métabolites qui vont influencer la synthèse des neurotransmetteurs par le nerf vague. Donc, en fait, cette communication entre l'intestin et le cerveau, elle est très étroitement liée à nos bactéries, justement. On a aussi mis en évidence les phénomènes de neuroinflammation en lien avec l'inflammation intestinale, qui est elle-même la conséquence de la dysbiose. Au niveau de la peau, eh bien, c'est la même chose et on pourrait faire le parallèle avec le système hormonal, finalement, avec tout, puisqu'on se rend compte que le microbiote, c'est une plaque tournante. C'est ça, au centre de tout. Exactement. Alors, quel conseil est-ce que tu pourrais donner pour améliorer la qualité de notre microbiote? Bah, en fait, je donne un peu toujours le même conseil, c'est-à-dire qu'avant de penser à améliorer, on va déjà commencer par arrêter d'agresser. C'est la première chose. Et ça, c'est valable pour tout finalement, puisqu'on a cette intelligence du corps qui travaille pour nous, pour toujours nous régénérer. Et donc, quand on arrête de gratter cette plaie qui ne cicatrise pas, eh bien finalement, on se rend compte qu'elle arrive beaucoup mieux à cicatriser. Donc, pour tous nos systèmes, c'est la même chose. Et pour le microbiote aussi. Donc, au niveau de ce qui pourrait l'agresser, on va avoir effectivement des infections virales, bactériennes ou parasitaires. Il me semble que j'avais aussi quelque chose à vous proposer à ce niveau-là. Donc, on va trouver les infections virales, bactériennes ou parasitaires. Ça peut être lié à un changement brutal d'alimentation ou d'environnement et l'alimentation en règle générale d'ailleurs. Alors, il y a quelques études quand même qui m'ont interpellée, notamment une qui a été réalisée sur 2 semaines où les participants étaient invités à réaliser un mode alimentaire méditerranéen, donc pendant 2 semaines, et il n'y a pas eu apparemment de modification sur le microbiote, mais absolument aucune. Donc cette étude a démontré que finalement l'alimentation, a priori, ou en tout cas sur 2 semaines, n'avait pas de modification. Mais pourtant, justement, elle vient un peu contrebalancer ce qu'on trouve habituellement en disant qu'effectivement, le mode alimentaire va apporter énormément de modifications au niveau du microbiote et au niveau de l'épigénétique aussi, sachant que les deux ont encore une fois une relation très intime. Mais en tout cas, quand on est sur un mode alimentaire qui dure sans doute plus longtemps que 2 semaines, parce qu'il faut le temps justement que ces modifications se mettent en place. On va avoir aussi le stress qui va évidemment avoir un impact sur la dysbiose de manière directe, mais aussi de manière indirecte, parce que à ce moment-là, on va moins bien digérer, il y aura plus de fermentation, etc. Les déficits immunitaires.
L'usage aussi de certains médicaments, comme les antibiotiques, bien sûr, même si parfois ils sont nécessaires, si on peut les éviter, c'est vrai que ça peut aussi faire du bien à notre microbiote. Mais on va aussi avoir les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou bien la prise d'IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons, donc on utilise généralement en cas de reflux gastrique. Et puis la consommation d'alcool, la consommation excessive de sucre, qui est un fléau de toute façon pour tout un tas de choses. La consommation excessive de viande aussi, qui va favoriser la flore de putréfaction. On se rend compte aussi à la période de la ménopause qu'il peut y avoir des modifications du microbiote et également le sport intensif qui va entraîner ce qu'on appelle ce phénomène d'ischémie-reperfusion. C'est-à-dire que quand on s'apprête à réaliser un effort physique, le corps va mobiliser ses réserves d'énergie vers le système locomoteur, c'est-à-dire le système ostéo-articulaire et surtout le système musculaire. Donc on va avoir une fuite de l'irrigation, enfin de ce sang qui normalement parvient à nos viscères, qui va se diriger vers les organes qui en ont le plus besoin au moment où on pratique une activité physique intense. Et à la fin de cette activité physique, donc ça c'est l'ischémie, puisque l'intestin va être privé, entre guillemets, plus ou moins, de sang. Et la reperfusion, eh bien, c'est à l'arrêt de l'activité physique, où là, finalement, le sang qui va charrier pas mal de radicaux libres, parce que dans le sport intensif, eh bien, c'est quand même très pro-oxydatif, va ramener ce sang chargé au niveau de l'intestin, donc il va se prendre un tsunami sanguin, et ça va être très pro-oxydatif, très pro-inflammatoire, et ça va venir aussi agresser aussi bien les tissus que les micro-organismes finalement qui vivent dans cet écosystème intestinal. Voilà. Alors, pour toi, quelle est la quantité de sport qui serait idéale justement pour éviter de tomber dans ce sport intensif? Alors c'est pareil, ça va dépendre aussi de comment il est mené, ça va dépendre aussi des personnes. Comment dire, on n'est pas Généralise ça. tous aussi bien adaptés à l'activité physique. Voilà, il y a des différences aussi entre les personnes. Et on se rend compte que si en plus on a un régime sportif à base de pâtes et sans aucun antioxydant, finalement, eh bien, on est beaucoup moins adapté justement au sport intensif. Donc on peut préparer les performances sportives. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aussi au niveau de l'hygiène de vie pour éviter ce genre de stress. Mais c'est vrai que idéalement, on a une vie active et pas, comment dire, c'est le côté excessif parce qu'on peut avoir des trop sédentaires, des trop intenses. Donc, quand on est toujours dans la recherche de la performance et qu'on maintient un stress physiologique aussi pour le corps, finalement, c'est délétère. Et puis finalement, on a aussi les sédentaires actifs. Donc, on peut avoir des personnes qui sont sédentaires et qui vont faire une demi-heure de sport intense par jour. Donc, en fait, elles passent leur journée inactive et puis d'un coup, pouf, elles vont s'activer. Et là, ça va aussi représenter un stress. Donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre des choses en place pour que les choses se fassent de manière plus équilibrée. Donc, ajouter de l'activité physique aux personnes qui en manquent et finalement équilibrer, moduler aussi justement les personnes qui sont vraiment à la recherche de la performance et qui vont souffrir beaucoup de stress oxydatif. Le corps va envoyer des signaux, hein, généralement les tendinites à répétition, quand il y a beaucoup de blessures sportives, etc., c'est aussi des signaux que le corps envoie et qui nous indiquent que là, il est temps de lever le pied. Mais ça va varier en fonction des personnes. Pour revenir justement à ce qu'on peut mettre en place pour améliorer la qualité de notre microbiote, eh bien, on va pouvoir avoir des règles d'hygiène de vie, adopter des règles d'hygiène de vie qui sont finalement, qui tombent sous le bon sens, hein. Donc, manger suffisamment varié, équilibré, vivant et surtout suffisamment de fibres qui constituent l'alimentation première de nos bactéries. On peut aussi intégrer des aliments fermentés, lacto-fermentés à notre alimentation. On va éviter aussi ce qui nuit aux bactéries, donc les eaux du robinet, les aliments qui vont contenir des pesticides, des bactéricides, des additifs chimiques, etc. Éviter aussi les produits raffinés, puisqu'ils ont perdu la majorité de leurs fibres. Éviter autant que possible, hein, je vous l'ai dit, la prise de médicaments inutiles ou en tout cas inadaptés, comme les antibiotiques ou les IPP, à répétition ou bien vraiment de manière chronique et prolongée quand il n'y en a pas finalement besoin. Et puis, ce qui va être très important, ça va être d'optimiser le fonctionnement de la sphère digestive haute aussi. Et là, en naturopathie ou en micronutrition, on a aussi beaucoup de choses à faire. Donc, on peut parler mastication jusqu'à une texture de purée, manger lentement, dans le calme, parce que le stress aussi va induire des modifications au niveau de la digestion et au niveau du microbiote. On pourra soutenir l'estomac si besoin, relancer le CMM, le complexe migramoteur, si besoin également, ou bien soutenir la production d'acide biliaire par le foie, parce que quand elle est en travail,
entravée, ça aura aussi des répercussions sur notre microbiote. Et puis voilà, d'autres règles comme éviter l'excès de sucre, l'excès de viande, favoriser aussi les oméga 3, notamment dans l'assiette. Que penses-tu d'une supplémentation en probiotiques? Alors, il y a plusieurs écoles, en ce qui concerne les probiotiques. Donc certains ne jurent que par les probiotiques, d'autres ne jurent que par les prébiotiques, d'autres par les postbiotiques ou encore, d'autres par les symbiotiques. Donc pour ma part, encore une fois, il faut toujours adapter à la personne, à son terrain, à sa problématique. Par contre, je dois quand même dire et là, j'aimerais bien faire un retour d'expérience, terrain, si Tout c'est à fait. possible. Bien sûr. Parce que j'ai eu quand même un coup de cœur pour, justement le complément que vous proposez, donc le Miriaflore, qui est un symbiotique et qui m'a vraiment permis justement d'optimiser mes accompagnements. En fait, voilà, anecdotiquement, le Miriaflore, j'avais commencé à le mettre en place pour des personnes qui suivaient des antibiothérapies à répétition, donc vraiment pour revitaliser ensuite l'intestin, en sachant que j'accompagne beaucoup de personnes atteintes de mucoviscidose, donc qui peuvent avoir des infections respiratoires à répétition et pour lesquels les antibiothérapies sont fréquentes. Dans la pratique, on voit beaucoup de sujets, beaucoup de cas et de terrains différents. Mais c'est vrai que quand on prend soin de l'intestin et avec des bons probiotiques, des bons prébiotiques et en même temps des éléments qui vont permettre de revitaliser notre propre microbiote et l'intestin lui-même, bah finalement, on arrive quand même à travailler vraiment sur le terrain, sur une cause très importante qui est justement la cause intestinale et à faire de belles choses dans nos accompagnements. Eh bien, Voilà. merci beaucoup pour tes retours très positifs, ça fait plaisir. Ah bah, moi, je suis contente aussi justement d'avoir trouvé, ce produit chez vous et voilà, c'est pour ça que c'est important aussi de le dire, quoi. Eh ben, je te remercie beaucoup et merci beaucoup pour cet exposé qui était vraiment très intéressant. Et Merci. puis, bon, on aura l'occasion de te revoir. On te voit très souvent au laboratoire Lorica, donc je pense qu'on se reverra. Merci Elodie, c'est toujours un plaisir. Avec grand plaisir. À très bientôt. À bientôt. À bientôt.